Merci au modérateur, merci aux organisateurs pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. On va parler d'hypertension intracrânienne post-traumatique. Je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier par rapport à cette présentation. Voici le plan. Je pense qu'il est important de commencer par quelques notions physiopathologiques parce que c'est à partir de là que va partir la prise en charge initiale. Je vais surtout parler de prise en charge initiale, chirurgicale, médicale, puis des traitements spécifiques, plus spécifiques pour l'hypertension intracrânienne post-traumatique. Le premier message que j'aimerais vous passer, et je vous invite à revoir cette revue dans Lancet Neurology 2017, c'est qu'il n'y a pas un trauma crânien cérébral, il y a plusieurs, c'est un syndrome. Et il faut bien connaître ce syndrome, et ce syndrome, pour le connaître, il faut savoir l'imagerie cérébrale initiale du patient. Pourquoi ça? Parce qu'il y a des images initiales et des traumas crâniens initiaux qui vont faire des problèmes d'hypertension intracrânienne, alors que d'autres, lésions axonales diffuses post-traumatiques, pas. C'est aussi important par rapport au pronostic. C'est important aussi de connaître que le sous-dural est dans la population plus âgée, qui devient plus fréquente, sur chute, alors qu'à gauche, c'est souvent des traumas sur accident à la voie publique, mais que ces types de traumas vont avoir des incidences de l'hypertension intracrânienne différentes. Et ça, c'est fondamental aussi pour la suite de la prise en charge. Deuxième élément clé, c'est qu'on ne traite pas un cerveau, on traite un patient, et qu'il y a des lésions initiales, le type de lésion. Il y a des complications secondaires intracérébrales qui comprennent l'hypertension intracrânienne, mais pas uniquement. Et puis, il y a les fameux agresseurs cérébraux secondaires d'origine systémique, AXOS, qu'il faut également considérer. Pour ce qui est de l'hypertension intracrânienne, et par rapport aussi au fait qu'on ne traite pas un cerveau, mais un patient, vous avez les causes intracrâniennes d'hypertension intracrânienne. Je rappelle que c'est des mécanismes en relation avec le compartiment veineux cérébral, donc un œdème, une contusion, le trauma cérébral lui-même, mais il ne faut pas oublier les causes extracrâniennes, je vais y revenir, de potentielles causes d'hypertension intracrânienne par des effets extracrâniens systémiques. Et puis enfin, et c'est là tout l'équilibre fragile du polytraumatisé qui a un trauma crânien, c'est déjà de définir comment le trier et quoi faire en premier, mais le fait que bien sûr une hypotension artérielle systémique va diminuer la pression de perfusion cérébrale et puis ça va donc créer une cascade et entraîner une augmentation de la pression intracrânienne, donc c'est des cofacteurs systémiques qui sont clés. Ça, c'est également important de le retenir parce que c'est la base ensuite de la prise en charge. Et ça remonte à il y a très longtemps, ça c'est Monroe Kelly, c'est le 19e siècle en Écosse. C'est la courbe pression-volume intracrânien et le fait que, de manière très schématique, le compartiment intracrânien est composé de 3 composantes. La composante parenchymateuse, 80% schématiquement, la composante vasculaire, répartie en artérielle et veineux, et la composante du système ventriculaire. Ceci étant dit, et ça va être important pour la prise en charge, parce qu'on pourra agir sur ces 3 compartiments, quand il y a une masse intracrânienne qui survient, le système peut compenser jusqu'à un certain niveau, et puis la pression va monter de manière très brusque. Et le deuxième élément, c'est que quand vous êtes sur la phase ascendante de cette courbe, pour le même volume que vous enlevez, vous avez une baisse beaucoup plus importante de la pression. Et c'est toute la question, c'est de définir quand ce malade est dans cette phase ascendante de la courbe. Et comment on peut le définir? On peut le définir en monitorant la pression intracrânienne et en regardant pas uniquement la valeur absolue, mais l'allure de la courbe intracrânienne. Je n'ai pas suffisamment le temps d'aller dans les détails, mais ce que vous devez retenir, c'est que cette allure pathologique de compliance réduite, c'est quand le malade est dans la courbe ascendante et il y a un retour d'onde veineuse de la courbe intracrânienne parce que le cerveau est comprimé,
les vaisseaux veineux sont comprimés, puis il y a une onde de retour, d'où le mot anglais tidal wave. Et il est très important de savoir que tout se passe dans le compartiment veineux. Donc, vous avez un œdème cérébral, ça va comprimer les veines cérébrales, augmentation de la pression intracrânienne. Et l'allure de la courbe, au-delà de la valeur pathologique, est extrêmement importante. Alors, une fois que vous avez tout ça bien en tête, la prise en charge initiale, elle est en fait assez facile et schématique. Alors, où vous pensez à ces trois compartiments, et puis classiquement, on distingue un peu la prise en charge chirurgicale et la prise en charge médicale. Alors, quand vous avez une prise en charge initiale de ces malades, j'y reviens et j'y insiste, c'est fondamental d'avoir l'imagerie cérébrale, de bien regarder plusieurs choses. Premièrement, et ce n'est pas évident, est-ce qu'il y a un œdème cérébral? Extrêmement difficile de le définir des fois chez les malades jeunes. Mais c'est sûr que les malades jeunes ont moins de place et donc sont plus à risque. Pour bien voir l'œdème cérébral, il faut aller tout en haut dans les coupes du cerveau, voir si les sillons ont disparu, si on a une structure qui est beaucoup plus floue par rapport à ce qu'on voit de manière distinguée. Deuxième élément, est-ce qu'il y a, comme ici, un début de déviation de la ligne médiane? Ensuite, est-ce qu'il y a, vous voyez ici, cette petite lame d'épidurale qui va potentiellement causer des problèmes de pression parce que ça diminue l'espace dans la boîte crânienne. Boîte crânienne, chez les adultes, disons, c'est clair qu'on ne peut pas l'expandre. Et puis, vous voyez aussi qu'il faut regarder, vous voyez ici cet hématome au niveau du lobe temporal, extrêmement risqué. Et en fait, l'évaluation initiale du CT scan cérébral vous permet de définir le risque d'avoir une hypertension intracrânienne. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des indications chirurgicales, prise en charge chirurgicale aiguë de l'œdème cérébral et de l'hypertension intracrânienne. Donc, il faut avoir des neurochirurgiens présents, réactifs, quand il y a des lésions intracrâniennes, extradurales, sous-durales, ou qu'il y a une contusion parenchymateuse. Et puis, bien sûr, que quand vous avez un CT qui montre une contusion qui est suffisamment importante, que le score de l'échelle de Glasgow est basse et puis qu'il y a une déviation à la ligne médiane, c'est des indications pour aller faire une chirurgie. Et puis l'autre chose qui est importante, c'est que vous avez l'imagerie et vous avez la clinique. Et puis l'élément clé, c'est que quand on n'a pas encore de critères, mais qu'on a un patient qui est comateux, qui présente un CT scan anormal de par la présence de lésions intracérébrales qui l'exposent à un risque d'hypertension intracrânienne, il faut absolument monitorer la pression intracrânienne de manière invasive parce que le Doppler transcrânien, même s'il est très populaire en France, ne mesure pas la pression intracrânienne. C'est un outil complémentaire mais pas substitutif. Ou éventuellement, comme l'équipe de Grenoble l'a montré, ça permet, un Doppler transcrânien pathologique permet aussi d'amener plus d'éléments en faveur d'un monitorage invasif. Donc la place du Doppler transcrânien là, c'est quand il est pathologique, d'identifier le malade à risque chez qui il faut mettre un capteur de pression intracrânienne. Et puis après, c'est la question du patient polytraumatisé, quand vous avez des lésions extracrâniennes importantes, un problème de contusion thoracique, un trauma thoracique, etc. Il faudra privilégier le capteur de pression intracrânienne, surtout si le malade va être réanimé pendant longtemps. Voilà. Alors la prise en charge initiale, c'est prévenir les axos et les traiter. Et ça, c'est connu depuis très longtemps. Ça a été rappelé dans les recommandations de la Brain Trauma Foundation. Donc intubation précoce, centraliser les malades dans les structures qui ont tous ces outils neurochirurgicaux, traiter activement l'hypoxémie, l'hypotension artérielle, éviter d'agresser le cerveau en baissant trop la CO2 qui va avoir un effet vasoconstricteur potentiellement néfaste parce qu'il va induire une ischémie secondaire, et puis faire une réanimation adéquate avec des solutés isotoniques, pas de place pour le sérum salé hypertonique préventif.
Ensuite, ça c'est vraiment la base, il faut au fond mettre le cerveau au repos, comme dire, donc diminuer la demande métabolique cérébrale, et ça c'est avec la sédation, traitement agressif de l'hyperthermie, et puis ne pas oublier que ces malades peuvent présenter des crises qui peuvent être infracliniques. Dans l'aigu, ce qu'il faut faire, c'est, comme vous avez ce tableau-là, c'est justement insister avec la sédation et l'analgésie, une hyperventilation transitoire de quelques minutes, et puis revenir avec une PCO2 légèrement hyperventilation, du mannitol à bonne dose, et puis il faut aller vite, il faut faire une imagerie et appeler le neurochirurgien. Et pour ce qui est du traitement spécifique, alors là, c'est un peu plus, disons, laborieux de donner des recommandations très evidence-based, et je ne vais pas m'aventurer sur la pression de perfusion cérébrale optimale. En fait, ça évolue tout le temps. C'est un chapitre immense et qui est extrêmement complexe, mais globalement, il faut au minimum maintenir une pression de perfusion cérébrale entre 60 et 70 mm de mercure. Alors bien sûr que si vous voulez, disons, calculer la pression de perfusion cérébrale, vous devez avoir une pression artérielle invasive et une pression intracrânienne invasive également. Élément clé dans la prise en charge, c'est la régulation cérébrale. Alors, au niveau de la pression de perfusion cérébrale et la cérébroréactivité, c'est un domaine assez compliqué. Peut-être certains malades mériteraient une pression de perfusion cérébrale un peu plus haute. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut éviter l'hypoxémie parce qu'il y aura un effet vasodilatateur délétère sur la pression intracrânienne. Il faut moduler la CO2, mais pas trop. Donc, on recommande une normocapnie stricte quand il n'y a pas d'hypertension intracrânienne. Dans la prise en charge de l'hypertension intracrânienne active, une hypocapnie ou une hyperventilation modérée définie comme une PCO2 qui ne descend en tout cas pas en dessous de 32 mm de mercure. Alors, dans la prise en charge, une fois qu'on a ces principes, exclure les causes extracrâniennes d'hypertension intracrânienne, ça veut dire tout ce qui est agresseur cérébro-secondaire d'origine systémique. Vous avez ce schéma qui avait été publié dans le New England, donc tous ces facteurs fièvre, crise, hypercapnie, hypoxémie, hypotension. Attention à bien libérer la nuque, à ne pas avoir de torsion, de coudage. Attention aussi à tout ce qui est ventilation mécanique, augmentation de la pression intracthoracique qui peut se répercuter sur le cerveau, vous voyez ici. Attention aussi à des causes banales d'augmentation de la pression intra-abdominale, comme une rétention. Et puis, toujours faire attention à que la natrémie et l'osmolarité soient normaux, voire légèrement supérieurs à la norme. Ça, c'est le concept Axos que je vous rappelle dans ce schéma. Et puis alors là, je vous ai mis un résumé qui est un peu un step-by-step avec des traitements qui sont parfois possibles et d'autres pas forcément nécessaires. Mais disons, il faut insister avec la sédation, voir s'il y a la place pour faire un drainage du liquide céphalorachidien, traiter avec l'administration d'agents osmotiques tels que le mannitol et le sel hypertonique. Et puis après, ça, c'est ce qu'on appelle les traitements de deuxième recours. C'est une hyperventilation modérée, limite de PCO2 32 mm de mercure. Des traitements vraiment de dernier recours, barbiturique, c'est très peu utilisé. Puis je vais juste discuter de ces trois traitements spécifiques, c'est l'osmothérapie, hypothermie et cranectomie décompressive. Pour dire qu'entre mannitol et sel hypertonique, il n'y a pas de différence après une longue revue que nous avions fait ensemble au sein de la Société européenne. Pour dire que c'est surtout important éventuellement de garder une osmolarité un peu plus élevée et une natrémie un peu plus haute. Pour dire que l'hypothermie, il faut éviter, il faut juste contrôler et éviter l'hyperthermie. Et puis que la craniectomie est très débattue, mais il faut savoir qu'on sauve des vies, mais il faut bien considérer si tout ça en vaut la peine. Et puis il y a une revue récente qui fait le point sur le fait que ça diminue la mortalité, mais le risque de séquelles est relativement élevé. Donc tout ça est à considérer individuellement. Et je conclue avec ma dernière
PLAC, qui est cet algorithme de prise en charge de la pression intracrânienne chez les patients traumatisés crâniens, qui en fait résume de manière assez claire, en tout cas c'est ce qu'on espère, avec des algorithmes dans les différentes étapes de prise en charge de l'hypertension intracrânienne post-traumatique et qui résume un peu tout ce que je vous ai dit pendant ces 15 dernières minutes. Merci beaucoup.